Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time. Et donc on se retrouve un petit peu en retard, je l'avoue, c'est ma faute. Pour parler de cette UFC 303 de taré qu'il y a eu à Vegas, parce que c'était juste phénoménal, des rebondissements jusqu'à la dernière minute. On a pu voir ça pour le co-main event. Je crois que c'est arrivé juste une fois. Il y a le commissionnaire du Nevada qui en a parlé justement, mais c'est, enfin bref, un truc de dingue. Et on va remonter petit à petit justement dans cette carte parce que tous les combats quasiment ont été intéressants, sauf le combat de MVP et Yann Gary, c'était Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai vu le combat, c'était chaud. voilà. C'était chaud. Déjà, j'ai vu le résumé du combat et j'ai vu que le résumé, c'était pas terrible. Alors, le combat entier, voilà, c'était de la torture. Est-ce que dans le chat on peut avoir un chama général pour Mathieu s'il vous plaît? Un chama général. C'est un chama. Chama. Bon, comment tu vas Mathieu? Ça va très bien. Là, j'ai eu une petite infection la semaine dernière qui m'avait un petit peu bloqué au niveau de l'entraînement, au niveau du pied. Et là, franchement, ça va, c'est parti. Enfin, c'est plus inquiétant, c'est guéri. Donc, dès demain, on renvoie la sauce. Et d'ailleurs, on renvoie la sauce avec toi, qui sera présent à Paris pour la semaine, c'est ça? Et je voulais voir si t'allais pas mettre une disquette comme ça en plein live en disant non, je peux pas venir. Ah non, je vais venir. Ça va. Tu vas pouvoir me taper Parfait. dessus, t'inquiète pas. Parfait. J'avais besoin de chair fraîche. Non, je rigole. Non, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai Ok, besoin je de ne viens pas. j'ai besoin de m'entraîner justement avec des profils un peu différents, profiter justement avant de partir au Brésil, histoire de se mettre en condition, tout ça. Ouais. Voilà. Ah bah, ils sont tous unanimes sur le chama dans le chat. Bon. Ah, ça envoie du chama. Voilà. Chama. Ah, il a duré longtemps en plus. Hein. Je crois que... Parce que toi, je suppose que t'as pas regardé en direct. T'as regardé le replay? Non, impossible. Impossible. Ouais, j'ai regardé en direct et je crois que l'événement, il s'est terminé à 7h du mat ou un truc comme ça. Pourtant, donc, il y a eu des je t'ai couché à 7h du mat. Ouais, dans ces eaux-là. Il y avait déjà le grand jour, il y avait les oiseaux qui chantaient, tout ça, donc... Oh là 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 là. Voilà. Je sais pas comment tu fais, Gabriel. Moi, je pourrais jamais faire ça. Hein. Je t'assure, hein. Je ne pourrais jamais faire ça. Je me sens pas très bien. Je t'avoue que je suis pas au max là. Bah, tu m'étonnes. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé un événement aussi tard en live, justement, j'étais parti me coucher et on m'avait réveillé autour de 5-6 heures. C'était pour un des combats de Benoît? Non, même pas. C'était pour un combat de Cyril Gane. À l'époque, Benoît n'était pas à l'UFC. J'étais parti en camp d'entraînement chez Volcan. Et de toute façon, je savais que j'étais parti chez lui et je savais que de toute façon, ça allait être le bordel, tu vois, au moment du combat. De toute façon, j'étais obligé de me réveiller. Et eux, ils ont veillé jusqu'à 5h, 6h. Et moi, je crois que je suis allé dormir. J'ai dormi un petit peu et je me suis réveillé juste pour le fight. C'était sympa. C'est sympa. Alors, Icaro. Hello les gars, vous allez bien? Ouh. J'aime bien quand il n'y a pas d'insulte de ta part. Tu vois, c'est pas mal. Il faut absolument que tu parles de la sortie de Red Blue, le manga. Ah, bah c'est le manga que je t'ai fait lire, que je t'avais passé dans l'avion. Là. Red Blue? Le manga de MMA. Ah oui, c'était pas mal. Ouais, on pourra faire un petit point dessus, comme j'ai acheté les 2 premiers tomes. Alors, je te propose... Ah ouais, du coup, au menu ce soir, on va faire un bon débrief justement de cette carte de l'UFC 303 et je pense qu'on va devoir en parler. Benoît Moïcano. Voilà, c'est parfait, nous synchro. Voilà. Benoît Moïcano qui a été annoncé. Donc Benoît main event du coup de l'UFC Paris. Apparemment Benoît main event de l'UFC Paris, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, ça, moi c'est ce que je pensais depuis quelques temps. Je voyais soit Benoît, soit Cyril en main event. Ouais. Il y aurait pu être d'autres, mais je pense que pour l'UFC, les profils les plus intéressants, c'est Benoît et Cyril. Parce que Cyril, parce que dans le classement, il est vraiment au top du top, et il a affronté John Jones, tu vois, il a quand même affronté des gros noms. Et Benoît, parce qu'il est populaire en France, tout simplement. Je pense que c'est un des combattants français le plus populaire avec Cyril. Et Nassour. Nassourdine est populaire, mais c'est marrant parce que Nassourdine, en termes de performance, il est au-dessus de Benoît. En termes de classement, il est au-dessus de Benoît. Mais en termes de popularité, je pense pas qu'il soit au même niveau que Benoît. Ouais. Et je pense que l'UFC, justement, je sais pas s'ils auraient fait un main event avec Nassourdine, sauf pour vraiment, genre, peut-être pour l'accès à la ceinture. Ou la ceinture. Dis-moi si tu es sur la même longueur d'onde que moi, mais j'ai l'impression limite que Nassour est plus populaire sur tout ce qui est territoire US et compagnie qu'en France. Tu vois. J'ai l'impression qu'il est plus populaire. Non, je pense pas quand même. Il y a quand même une certaine popularité en France, mais c'est qu'elle n'est pas du tout proportionnelle à ce que ça devrait être normalement en comparaison de son niveau. Hein. Ouais. Son niveau, il est monstrueux. Son classement, il commence à être monstrueux aussi. Il tape vraiment que des gros noms de la catégorie. Et pourtant, c'est vrai qu'il n'a pas le même statut en termes de popularité, je trouve, que Benoît ou Cyril.
Alors que c'est mérité, hein. C'est Ouais. mérité. Large. D'où est le problème, ça je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de. Je sais pas, il y a pas la sauce n'a pas pris autant que pour Cyril et pour Benoît. C'est mon observation, hein. Alors, Julien, c'est pour quand les contenders de août? Toi, c'est le 27 août. Donc, donc je sais plus par contre c'est quelle saison qui recommence. Ça recommence à partir du 13 août. Et c'est tous les mardis. C'est pas les samedis comme les UFC réguliers. C'est tous les mardis. Donc ça commence mardi 13. Ensuite, deuxième semaine mardi 20. Et toi, mardi 27 à Vegas à l'UFC Apex. En plus, je combattrai l'après-midi. Donc normalement, vous n'aurez pas vous coucher trop tard si vous suivez en direct. Ouais, les contenders séries, je crois que vers 22h, 23h, je pense, ça doit passer à peu près. Un truc comme ça. Ça va être bien, t'imagines, je gagne et je peux dire. Ça, c'est par contre, c'est bien. Tu fais ton combat et après, il est l'heure de dîner. Tu vois, une vraie heure de manger. Parce que souvent, tu vois, tu combats, par exemple, à Hexagone, la dernière fois que j'ai combattu, tu combats et tu repars, il est minuit, demi, 1h, un truc comme ça. Tu fais, ah ouais, pourri. Là, je vais finir à 20h, on pourra aller manger, on va au resto, on va manger Las Vegas en entier. Alors. BSD, c'est la personnalité, je pense. Nassourdine a l'air d'être plus discret, même si en même temps il parle un peu plus. Ouais, je suis totalement d'accord. Justement, BFZ, il a une personnalité, on va dire, il a un personnage, il a vraiment qui attire les gens, et ça marche à l'international, ça marche en France, ça marche partout. Nassourdine, c'est qu'il a une personnalité qui est un peu plus calme. Il n'a pas forcément de personnage qui est associé derrière. Par exemple, tu vois, il n'a pas le côté militaire de Benoît, il n'a pas le côté chauvin de Benoît. Donc, il n'a pas forcément cette personnalité qui va renforcer son image. Par contre, en termes de performance et tout ça, ouais, il est monstrueux. C'est dingue même, et c'est même frustrant de voir que c'est pas que la communication, ou plutôt on va dire que sa popularité n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait dans la cage, parce que c'est très frustrant. Après, c'est vrai que même aux US, voilà, tu as un très gros attrait pour tout ce qui est patriotisme militaire, etc. Tu vois, donc forcément, le profil de Benoît, ça parle tout de suite. De toute façon, dans n'importe quel pays sain, tu as toujours un attrait pour le patriotisme, pour la défense, pour l'armée et tout ça, hein, dans n'importe quel pays sain. Je précise bien, pays sain. Imagine un pays où t'aimes pas le patriotisme, il y a un problème quand même. en réalité, il y a un problème. Alors, donc nous allons revenir sur cette UFC 303, donc, où il y a eu un full rebondissement. Alors à la base, le main event, ça devait être Chandler-McGregor, ça ne s'est pas fait. Donc Poatan et Jiri ont sauvé le main event. Ensuite, il y a eu Diego Lopez contre Brian Ortega qui a été placé comme main event. Et là aussi, on va voir tout à l'heure que ça a encore cafouillé et que ça a changé à la dernière minute, vraiment à la dernière minute. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme combat? Ah oui, il y avait à la base Jamal Hill contre Khalil Rountree a popé pour DHEA. Donc c'était pas... Tu sais, on en avait parlé justement avec la dame de... Tout ce qui était antidopage justement à l'UFC Apex, c'était pas vraiment un stéroïde, etc. Tu vois, c'est vraiment... Enfin bref. Et avant ça, il va affronter Carlos Ulberg aussi. Et c'était Hill qui s'était blessé le genou. Voilà, il y avait ensuite Anthony Smith contre Jamal Hill. Jamal Hill a sauté. Ça devait être après Carlos Ulberg contre Anthony Smith. Et après, ça s'est terminé en Anthony Smith contre Roman Dolidze. Dolidze qui faisait une montée de KT. C'est parti en cacahuète. C'est parti totalement en cacahuète. Alors, on va commencer sur ce premier combat. Alors, c'était un Brésilien contre un Américain, Vinicius Oliveira contre Ricky Simon. Vinicius Oliveira... donc à la base devait affronter Yanis Gemouri il y a quelques mois quand Gemouri a justement eu des soucis de santé et il avait performé, je crois qu'il est rentré par les Contender Series d'ailleurs, et il avait terminé son combat avec un énorme coup de genou sauté. Ouais, j'en souviens, il avait affronté Bernardo Sopai, il avait mis KO sur le genou, et justement je connaissais Sopai de nom, je savais qu'il était très 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 fort, et le voir se faire finir comme ça m'a fait ouais. C'est là que je me suis rendu compte du niveau de Vinicius. Vraiment très 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 solide. Alors, je te demande, quel combat t'as regardé, quel combat t'as pas regardé toi? Tu as pu faire toute la carte entière ou Non, malheureusement, j'ai pas pu tout voir. Alors, j'ai pu voir le combat de Payton contre Yanis. J'ai pu voir Jean Silva contre Charles Jourdain. J'ai pu voir une partie du combat. J'ai pu voir Piffer contre André Barrio. J'ai pu voir Gary, en partie Gary contre Page. Piffer. J'ai vu le finish de Massey Tyson contre Meira Bueno Silva. J'ai vu ensuite le main event. Donc j'ai pas pu voir le co-main. J'ai pas pu voir le co-main. Attends, on me dit que je suis encore pas trop fort. Il y a un souci avec ton micro à chaque fois, je te dis. Pourtant, regarde le gain, où est-ce qu'il est là? Je crois qu'on est pareil même en termes de gain là. Ouais.
Mais j'ai des meilleurs gains que toi. Alors Julien, mais il a eu quoi Ortega en fait? On reviendra tout à l'heure. Alors Gab, tu vas pas nous parler de Tsuruya, t'as changé. Bien sûr que je vais en parler, mais tu vois, je fais dans l'ordre chronologique de la fight card. Pourquoi tu rigoles, toi? Ça y est, japonais tel l'urticaire. Ça y est, c'est ça? Quoi? Hein? J'ai rien dit, moi. Ne fais pas dire des choses que je n'ai pas dites. C'est ton visage qui a parlé pour toi. Donc, Vinicius Oliveira, Ricky Simon. Que dire de ce combat? Ricky Simon, c'est vraiment un vétéran qui a affronté des très gros noms. Vinicius Oliveira, c'était son deuxième combat à l'UFC. Il a fait une belle performance. Il a bien défendu les takedowns justement de Ricky Simon. Il a bien boxé aussi, mais bon, c'était un bon fight. C'était pas non plus le truc avec full étincelle dont on va retenir les très grosses performances de la soirée, mais voilà, c'était un fight sympa. Ça confirme justement le potentiel de Vinicius. Et je pense que là, la prochaine fois, soit il va rentrer dans le top de la KT, soit il va affronter un top justement pour faire son entrée dedans. Là. Ensuite, Rei Tsuruya contre Carlos Hernandez. Alors, Rei Tsuruya, c'est donc un japonais qui est en catégorie 57 kg. C'est un ancien champion du pancrase, justement. Et alors, pour rentrer à l'UFC, il y a deux choses. Donc, il y a Dana White Contender Series, comme Mathieu va faire. Et du côté asiatique, il y a ce qu'on appelle le Road to UFC. Où, d'ailleurs, je pense vraiment que c'est que des pays asiatiques qui participent. Rey a gagné son entrée là-bas, justement, en gagnant ses combats. Et il faisait ses débuts, justement, à l'UFC contre Carlos Hernandez. Alors, le profil de Hernandez... Je crois que c'était Joe Rogan qui en parlait pendant le combat. Ils mettent un vétéran qui n'a pas forcément des très gros finishes ou un gros palmarès pour faire briller, on va dire, une nouvelle pépite. Bon là, dans l'occurrence japonaise, mais voilà, on met un vétéran qui est un petit peu âgé, qui n'est pas forcément dans son prime, pour vraiment faire briller le nouveau venu. Et c'est ce qui s'est passé avec Rei Tsuruya. Tu m'as dit que tu n'as pas regardé ce combat, toi, c'est ça? Non, j'ai pas vu ce combat. Non. Bon, c'était essentiellement du grappling, mais vraiment du grappling de super haut niveau. Des très beaux scrambles. Rey a gagné les 2 premiers rounds et après Hernandez, je pense, a sécurisé le troisième. Pas forcément très impressionné par le striking de Rei Tsuruya, mais vraiment, sa lutte et son grappling, c'est high level. Il voulait terminer absolument avec un twister, le mec. Je sais pas pourquoi. Mais... très très beau combat, dans tous les cas. Ensuite, Martin Buday contre Andrei Arlovski. Tu as vu ou pas? J'ai pas pu voir ce combat non plus. C'est un combat que j'aurais bien aimé voir pourtant, parce que j'aime bien Andrei. Ça fait longtemps que... c'était catastrophique. Ok, bon, bah voilà, je retire ce que je dis. Ouais. Non, franchement, c'était... Attends, le combat du japonais était chiant et la Gasaout à la fin. Non, je suis pas d'accord, je te rejoins pas dessus. C'était vraiment du... Bon, après, il faut kiffer le grappling, effectivement, parce qu'il n'y avait pas eu forcément beaucoup de dommages en termes de ground and pound, mais les transitions, le truck, la prise demi-dos, les gros scrambles, les relevés façon octopus guard, etc. Franchement, c'était très très beau. Mais après, voilà, il faut apprécier cette partie du combat. Donc Martin Buday contre Andrei Arlovski, on aurait dit un sparring amical. C'était des frappes sans réelle conviction, tu vois, je sais pas, il n'y avait pas de... ça fouettait pas derrière, c'était vraiment, ça venait se poser, et puis les mecs étaient crevés, beaucoup de clinch, non, c'était pas bon, franchement, c'était pas bon. Ce que tu me dis là, ça me fait penser un peu en quelque sorte traumatisé du KO. Tu sais, tu as quand même Andrei qui a pris beaucoup de KO, il en a pris 12 dans sa carrière, sur ses 24 défaites, il y a 12 KO, plus ou moins durs. Martin, il revenait d'une défaite justement sur TKO, il s'était fait battre par Shamil Gaziev. Tu as des combattants, surtout dans les catégories un peu poids lourds, catégories vraiment des mecs balèzes, quand ils se font KO'ter durement, après quand ils reviennent, ils sont un peu paralysés, un peu à l'image du combat Ngannou contre Derrick Lewis, où Ngannou justement avait souffert d'une défaite contre Stipe, où il s'était fait durement malmener, et il est revenu, il était un petit peu paralysé, tu sentais il était un petit peu sur le couloir, un petit peu sur la réserve, il voulait pas se mettre en danger, donc c'est un phénomène qu'on retrouve assez régulièrement. Je suis pas surpris de le voir arriver avec Andrei et avec Martin. En fait, c'était ce qui est ressorti, j'ai vu genre en commentaire, c'est les deux mecs sont venus, ont fait un sparring amical, ils ont sécurisé le chèque, tu vois. Ils ressortent sans dommage et puis voilà.
Je pense pas que ce soit que ça quand même. Hein. On parle du plus haut niveau du MMA du monde. Martin, il est relativement jeune dans le sens où il a que 16 combats. Je pense pas que son but c'était juste de venir faire un combat comme ça à l'arrache. Hein. Et après, pareil, Martin, il est sur 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait 6 combats à l'UFC, il a 5 victoires à l'UFC. Je pense pas qu'il était venu en mode spectateur. Je pense vraiment qu'il était juste un petit peu traumatisé de son dernier combat qui était une défaite. Alors, Sweezy, après, oui, Arlovski, c'est bon, il a pris tout le monde aussi. Ouais, Arlovski, en soi, il a plus rien à prouver. Voilà. Arlovski, par contre, je te rejoins, Gabriel, ce que tu as dit juste avant. C'est Arlovski, ça ne m'étonnerait pas qu'il est juste venu prendre le chèque, puisqu'en réalité, il n'a plus d'intérêt compétition. Il a 45 ans. Un poids lourd qui a 45 ans, déjà, c'est chaud. Hein. 45 ans. Il est à l'UFC depuis... C'est pas 2002 ou... Alors attends. UFC, il est à l'UFC depuis 2000, donc ça fait 24 ans. C'est incroyable, la longévité. Quasiment mon âge. Déjà, il y avait ça parlait déjà retraite. Je crois qu'il avait une période à vide, genre peut-être 2012 ou 2013, un truc comme ça là, où ça parlait de prendre sa retraite, mais le mec est toujours là, quoi. Et puis il performe. Donc. Il performe, ça dépend. En fait, il fait un petit peu des vagues, tu vois. Genre, par exemple, à partir de 2015, il a beaucoup perdu. Il a fait 5 défaites d'affilée. Il est remonté un petit peu. Ensuite, il a enchaîné victoire, défaite. Ensuite, il a fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 7 combats, il a fait 6 victoires. La seule défaite, c'était contre Aspinall, donc défaite compréhensible. Mais il a fait 6 victoires. Donc, tu vois, il y a des phases, je pense. Il a des phases. Mais bon, il y a un moment, phase ou pas, tu vas être trop âgé. Là, 45 ans, ça commence à être beaucoup. 12 KO, ça commence à être beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui font que sa carrière, elle arrive au bout du rouleau. Là, le chèque est... Tu fais le chèque. J'ai vu... Tu sais, t'as des... Genre, quand tu combats tant de fois, ou machin, comme Jim Miller, plus de combats à l'UFC et tout, Arlovski, il est ex aequo, je crois, en termes du plus gros nombre de défaites à l'UFC. Il a 18 défaites à l'UFC. Ah bah, ça pique, hein. Alors, après, oui, c'est un petit peu l'exemple parfait du combattant qui veut rester trop longtemps, André. Un peu à l'image de Bigfoot Silva, sauf qu'il prend un peu moins de KO. Voilà, même si aujourd'hui, je pense qu'il combat plus intelligemment, justement, tu vois, voilà. Il fait quand même attention à sa santé. Ouais, il est quand même performant, tu vois, il arrive pas dans le combat, il est pas complètement éclaté. Par contre, Bigfoot Silva, c'était compliqué. Hein. Il garde un petit fight IQ, et alors par contre, j'ai pas fait attention sur tout ce qui était interview, la façon dont il s'exprimait, si on voyait qu'il y avait des séquelles et tout, ou alors s'il s'exprime bien, il est... C'est vrai que la vie privée derrière Arlovski, je sais pas à quoi ça ressemble, tu vois. Ouais, pareil. Il a fight Overeem, Aspinall, Ngannou, Stipe, il a fait toutes les époques. C'est vrai. Ouais, il a traversé les époques. Hein. Sweezy dit, imagine quand t'as combattu Frank Mir, t'es plus un ancien, t'es antique. Ouais. Frank Mir, c'était l'ancien. Hein. Putain. Alors, Karou, attends. J'en profite, petit aparté. Au fait, rien à voir, félicitations, gars, pour ton passage chez Biomécanique, un vrai monsieur. Merci beaucoup. Je fais la petite pub justement au cas où, hein, si jamais vous voulez voir un bon et long podcast. Enfin bon, c'est vous qui en jugerez. Un podcast de 4 heures qui est sorti chez Biomécanique et on parle justement de MMA, de commotion, de ce qui se passe là et compagnie. Donc n'hésitez pas à voir. Ensuite, alors Gillian Robertson contre Michelle Waterson Gomez. C'était un peu un crève-cœur ce combat. Parce que Waterson, moi, c'est une combattante que j'aime quand même relativement bien et elle a enchaîné encore une défaite. Et du Pourquoi tu l'aimes bien ? Pourquoi tu l'aimes bien ? Pourquoi est-ce que Jiri, tu l'aimes bien, par exemple ? Dis-le devant la caméra. Pourquoi est-ce que tu aimes bien Michelle Waterson Gomez ? Bah, parce qu'elle se bat bien. Non, il y a des affinités, tu vois, je sais pas. Des affinités. En fait, je t'explique. Le truc, c'est juste que c'est une jolie femme. Et c'est juste pour ça. Elle s'appelle Karaté Oti. Et c'est juste pour ça que l'UFC la garde. Pour moi, c'est mon avis, hein, c'est sévère. Hein. Mais bon, elle est sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 défaites d'affilée. Ensuite, il y a encore 2 défaites derrière. Sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers combats, c'est 7 défaites. Elle devrait déjà être virée de l'UFC. La seule chose qui fait qu'elle n'est pas virée de l'UFC, ce sont des gens comme toi, Gabriel. Toi, là. Pourquoi ? Parce que tout le monde continue un peu de la saucer, je pense. Tu vois, genre, c'est une jolie femme. Elle a une personnalité. Et forcément, tu vois, ça plaît à l'UFC. Ah, mais moi, c'était même pas dans ce sens-là. Moi, je croyais que t'allais pas me sortir la carte du c'est une belle femme. Je croyais que t'allais me sortir une carte de... Elle est asiatique. Ah alors, j'avais même pas pensé. Moi, tu vois, je vais au-delà de la race. Non, mais je pensais que c'était pour ça. Non, mais après, c'est que c'est une pionnière, tu vois, à l'image de
des Jim Miller et compagnie, tu vois. C'est des gens qui sont Ouais, là depuis une plombe, oui, qui, mais elle est plus qui font, performante. Elle est ils plus font performante. partie des murs justement de l'UFC. Ah non, elle est plus performante du tout. Et c'est pour ça justement qu'elle a pris sa retraite. Hier, elle a déposé les gants dans l'octogone. Et, Ah, bah, parfait. et tu vois, j'ai trouvé ça bien de la part de l'UFC parce que c'est pas souvent. Bon, là, ils l'ont fait comme. Parce que ce que je viens de dire, elle fait partie des murs de l'UFC. Elle a déposé les gants et ils lui ont passé une petite vidéo récap, justement en plein événement, pour faire retracer sa carrière. Ouais, c'est Tu vois. cool, c'est gentil. Bah, Ça, ça, c'est. après, ouais, elle est à l'UFC depuis longtemps quand même. Elle est à l'UFC depuis. Elle était au Strike Force en 2008 et l'UFC officiellement, elle était depuis 2015. Donc ça fait quand même plus de 9 ans. Tu vois, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle était sur le circuit. Elle a évolué dans une catégorie, il n'y avait pas énormément de monde non plus. Donc voilà, c'est notoire quand même. Enfin, Ouais. je sais pas comment on dit. C'est honorable quand même. Ouais. Mais bon, il était temps de prendre la retraite là. Ouais. Sweezy, c'était très classe la pré-fight. Ouais, franchement, bon move de la part de l'UFC. Bon, alors après, voilà, son adversaire, Jan Robertson, c'est une grappleuse de dingue. Elle s'entraîne à Miami, tu sais, dans l'équipe de taré là, qui s'appelle Goat Shed. Ah oui, je connais. Ouais. Là où ils font des sparring à temps Ouais, ils font n'importe quoi. paraplégique. Ouais. Il y a une Lambo qui est garée dans le gym et tout. C'est de la folie. Là. Ouais, ce gym, je suis pas fan. Hein. Je suis pas un gros fan non plus. Mais voilà, très super bonne grappleuse. Elle avait soumis sur un événement de grappling Rose Namajunas, Jan Robertson. Et là, elle a fait une masterclass au sol. Elle a complètement annihilé justement le striking de Michel. Donc voilà, très très bon fight. Moi, j'ai kiffé. Pas grand chose à dire dessus. Bien, c'est un combat féminin. Ah non, c'est faux. J'aurais plus de choses à dire sur le combat de Chiasson contre Bueno Silva. C'est le combat que j'ai skip, tu vois. Je m'attendais pas à grand chose après la perte de Gary contre MVP. Puis du coup, je suis parti faire un truc, mais apparemment, c'était un bon fight. Ouais, putain, moi, j'ai juste du finish. Déjà bien. Avec le elbow. Le Elbow. Allez, on passe au combat suivant qui, là, nous intéressera un petit peu plus va nous intéresser dans le mauvais sens. Peyton Talbot contre Yanis Ghemmouri. Ouais. Alors ça, c'est un combat qui a fait mal au cœur. Peyton Talbot, gros prospect de la catégorie, qui est rentré, il me semble, aussi par les Contender Series. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. Il est rentré par les Contender Series en 2023 et il a fait 2 combats à l'UFC qu'il a gagnés par finish. Et justement, il se retrouvait face à Yanis Ghemmouri, qui avait gagné à l'UFC Paris, donc par une façon un petit peu bizarre contre William Gomis. Il est perdu contre William. Ouais. Oui, c'était lui qui avait mis le kick. Oui. Non, c'est William qui a mis le kick et c'est Yanis qui a pris le kick dans les parties, dans la zone rouge. Le triangle. Triangle. Oui, c'est vrai, le triangle. Voilà, oui, et puis Yanis était ressorti, il disait attendez, machin, et puis Loïc Pora avait arrêté en pensant qu'il y avait TKO, puis la frappe était en vente, c'est vrai. Le triangle. la mémoire Voilà. Ouais, ça arrive, tu reviens de sparring après tout. Mais c'est vrai que moi, sur ce combat, du coup, ça m'a un petit peu flagué mon pronostic. Moi, je me suis dit, justement, tout le monde était un petit peu en train de saucer Peyton, dans le sens où c'était un énorme prospect, qu'il allait rouler sur tout le monde et qu'il allait rouler sur Yanis. On voyait un peu les médias en général dire ça. Et je sais pas pourquoi, je sentais que Yanis, il avait largement le potentiel pour travailler correctement sur Peyton et l'emporter. Je ne voyais pas KOT Peyton, mais je le voyais par contre plus ou moins le gérer, plus ou moins éviter les dégâts et faire un combat stratégique et soit prendre une décision ou bien perdre par décision. J'aurais jamais vu par contre ce scénario-là. Tu vois, j'aurais jamais vu Peyton qui arrive et boum, qui arrive directement à entamer Yanis dès le début du combat. Combien de temps a duré le combat ? 19 secondes ? Oui, c'est ça. 19 secondes. Il me semble que c'est le deuxième KO le plus rapide de la catégorie dans laquelle évolue Yanis. Bon, là, clairement, il a été cueilli à froid. Quand tu prends une patate comme ça en tout début de combat, sans transpi, sans rien, et quand tu prends la même, je sais pas, mi-troisième round, ça n'a pas le même impact. Là, il a vraiment été cueilli pleine balle à froid. Direct, d'entrée directement, et surtout c'est son premier KO. On voit sur son topologie, il a que deux défaites par KO. La première étant le coup qu'il a pris par William, qui n'était pas vraiment en KO. Là, c'est la première fois qu'il s'est vraiment sonné, c'est la première fois qu'il s'est vraiment touché dur en combat, donc ouais, quand t'es pas habitué à ça, quand tu fais surprendre à froid, que t'as pas le truc, ouais, c'est chaud. Alors par contre, très belle combinaison de Peyton, dans le sens où il a mis un
un faux rythme. Tu vois, sur son gauche-droite, sur son 1-2, normalement, quand tu vas le popper, tu fais 1-2. Là, il a fait 1. Il a eu un petit temps d'arrêt, ce qui a fait que Yanis a enclenché le low kick en se disant, bon, bah, il a reculé, etc. Et il est venu coller justement le cross au moment où Yanis avait la Ce qui jambe s'est passé, c'est exactement ça. Tu as très bien décrit. C'est que souvent, il y a un rythme particulier sur le 1-2 où ça fait 1-2. Et là, il a fait son 1. Comme c'était lent, Yanis, il a entrevu une fenêtre et il a dit ok, bah en fait, il a mis que à 1, donc j'ai le temps d'envoyer mon coup. Sauf qu'il y avait le 2 qui était préparé derrière, mais juste qui était un petit peu en retard. Et boum, ça a complètement cassé le rythme de Yanis. Ça a surpris, on l'a vu, ça l'a accueilli totalement par surprise, en plein dans le menton. Et au moment pile où il était en train de déclencher son kick et où il était mal positionné sur ses jambes, bref, il avait vraiment la position la pire possible pour encaisser un coup. Et Peyton, il était bien en force, il était bien sur ses appuis. Voilà, ça a comment ça s'appelle, deux postures qui font que forcément, bah voilà, quand ça touche, boum, ça fait beaucoup de dégâts. Le move de Yanis après le knockdown était un peu bizarre, non? Le fait d'être resté au sol en mode garde sans vouloir se relever alors que Talbot n'a pas enchaîné tout de suite. Je pense que il était vraiment sonné. C'est ce que je dis. Je pense que vous n'avez jamais pris de gros knockdown comme ça. et vraiment une patate à froid quand tu n'es pas encore rentré totalement dans ton combat, ça va vous sonner x10. Ah, ça fait très mal, hein. Ça fait très très mal. Hein. De toute façon, les gars, il faut savoir, si un combattant reste à terre sans bouger en mode qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Hein. Sinon, il sera en train de bouger, il sera en train de revenir sur ses appuis. Hein. Si jamais il ne bouge pas, si jamais il est par terre en train de lever la garde, c'est qu'il ne sont encore pas capable de faire autre chose. Donc voilà. Hein. C'est pas, il n'est pas resté par terre en disant bon, vas-y, je bouge plus et j'attends, ça va passer. C'est juste qu'il était sonné. Et bah, du coup, après le follow en ground and pound de Talbot, bah, on a vu Yanis, de toute façon, qui prenait des frappes et qui commençait à ne plus avoir de garde. Il y avait la tête qui rebondissait, il n'y avait plus rien. Donc, arrêt totalement logique de l'arbitre. Alors, je vois quelques commentaires par rapport à son échauffement dans les vestiaires. Alors, sans aller mettre de jugement et compagnie, tu l'as vu taper aux pattes dans les vestiaires ou pas avec J'ai vu la vidéo avec Fares. Ouais. C'est vrai que sur la vidéo, tu te dis ah oui, techniquement c'est pas bon. Et tu le sentais pas trop incisif, tu vois, je veux dire la façon dont c'était voilà. les je frappes, sentais il n'y avait pas les frappes et tout ça, il y avait, de pop comme ça là. Voilà, et on sentait qu'il y avait limite de l'hésitation même à l'échauffement déjà. On sentait qu'il n'y avait pas comme tu dis, il n'y avait pas le côté incisif, il n'y avait pas le côté tranchant que tu peux retrouver sur des gens qui font l'échauffement. Après, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas quand tu as pris la vidéo, c'était juste là, toute fin d'échauffement où vraiment il voulait se relâcher un peu, mettre des coups pas forts, tu vois. On ne sait pas dans quel scénario ça a été fait la vidéo. Ça tombe, il n'était pas du tout en train de taper pour être incisif, il était juste en train de garder en fait un peu de chaleur un peu de la chaleur garder la température haute en bougeant un petit peu sans chercher à être super technique. On sait pas trop, hein, faut pas non plus juger sur une vidéo, c'est trop facile. Mais c'est vrai que je peux comprendre quand tu es de l'extérieur et que tu vois la séance de pattes qui est faite, tu fais ah oui mince, il y a un souci quoi, c'est pas bon. Mais on sait pas, tu peux pas critiquer sur ça. Attends, je commence à introduire la pole dance dans mes entraînements. Ouais, juste pour resituer le truc, c'est que Peyton c'est un personnage. Il fait du pole dance, il fait du skateboard, il a skaté avec Tony Hawk d'ailleurs. Enfin voilà, il est haut en couleur le mec. Ouais. En parlant de couleur, il doit certainement aussi apprécier la Pride Month. Ça va être un adepte. Suite pour Gemori. Bah, je pense qu'il est signé sur 3 ou 4 combats, donc il a encore des combats à faire derrière. Maintenant, bien évidemment, l'UFC peut cutter le contrat si jamais ils sont pas satisfaits. Bah, c'est ça, tu vois, après, enfin c'est déjà arrivé même dans beaucoup de cas de figure où après, donc je sais pas, tu as signé 4 combats, tu fais 2 défaites d'affilée, ok, on cut, on veut plus de toi. Alors après, est-ce qu'ils vont être gentils dans le sens, il a accepté quelqu'un que personne n'a accepté, tu vois, ou que tout le monde évite? J'aurais tendance à dire oui, mais je pense qu'en fait, ils s'en foutent. Ouais. En réalité, ouais. En réalité, je pense que ouais. Regarde, je vais te reprendre un exemple. Gaetano Piranello. Attends, je pense que j'ai très mal prononcé le nom de Gaetano. Pirello. Oh là là. Piranello. Qui a pris que des tueurs à l'UFC. Il arrive à l'UFC. Malheureusement, il a fait 2 défaites. Sa première défaite, c'était contre Ricky Simon, donc celui dont on parlait tout à l'heure. Et Douglas Silva de Andrade, donc pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est aussi un boucher, le gars. Et il a perdu 2 fois, et directement, ils ont dit, OK, on le cut, c'est bon, fini, on ne veut plus le voir. Alors qu'il a pris 2 tueurs, il a pris 2 monstres. Donc l'UFC, voilà, ça dépend. Si tu prends 2 tueurs, mais que tu es super connu, par exemple, et que tu as un personnage, et peut-être qu'ils savent qu'ils peuvent encore capitaliser sur toi,
ils peuvent potentiellement le garder. Maintenant, dans le cas d'Yanis, où tu n'as pas forcément une énorme personnalité, une énorme popularité, tout ça, peut-être qu'ils vont être super sévères, comme ils ont été avec Gaetano. C'est possible. J'espère pas pour lui. Après, bon, ils veulent s'implanter en France maintenant, donc je pense qu'ils ont tout intérêt à quand même conserver des combattants français, surtout qu'il y a l'UFC Paris qui arrive en septembre. Je sais pas trop, franchement. Je sais pas trop. Alors, Sweezy, très positif pour Gemori, il a jamais cancel de fight, et ça, Dana White adore autant à Paris comme pour hier. Si, il a déjà annulé un combat. Il avait annulé le combat contre Vinicius Oliveira parce qu'il avait un staphylocoque. Ouais. Donc ça fait 2 défaites et une annulation de combat. Et il devait... Ah oui, non, ça c'était bon. Il devait combattre à l'UFC. Je crois que le premier UFC Paris, il y avait un souci aussi. Non, c'était son adversaire qui avait foiré le poids, je crois, quelque chose comme ça, non? Mais c'est pour ça qu'il s'était retrouvé contre Gomis. Ça avait fait un franco-français, un combat franco-français. Encore une fois, il a quand même été au charbon alors que c'était pas forcément ce qui était prévu. Donc on verra bien. Est-ce que l'UFC sera redevable ou bien est-ce qu'ils vont être sévères comme ils l'ont été dans plusieurs cas? Alors Freeman, il va peut-être avoir sa chance à l'UFC Paris si l'UFC ne veut pas trop se casser la tête avec des nouvelles signatures. Le problème, c'est qu'il y a... C'est ce que je me dis. Il y a quand même beaucoup de noms qui sont potentiellement mettables sur... tu as les Axel Sola, Virgil Hogan, Daguerre Mavov, Nicolas Leblond... William Gomis, Benoît, Cyril, Nassourdine, Manon. Michael Ajarou. Il y en a plein qui peuvent... Il y en a Aboubacar... il y a Omar Sy apparemment qui est placé. Tu vois, il y a Kevin Jousset. En fait, tu vois, la liste commence à être longue de Français. Donc, à l'époque, on va dire, où il y avait peu de Français, je pense qu'ils auraient dit, OK, on garde. De toute façon, dans tous les cas, on mettra sur la carte un Français en plus, Fares. Alors que là, maintenant, il commence à y avoir du monde. Il faudra être plus sélectif sur les profils que tu vas mettre à l'UFC Paris. Ouais, faut voir. Il faut voir. Franchement, j'espère pour lui que ce sera positif, mais c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant, je pense. L'UFC va être beaucoup plus sévère avec les Français. Sweezy. D'ailleurs, Aboubacar Younousov a call out Talbot pour l'UFC Paris. Ça pourrait être sympa. Ils sont même KT? Abou, il est pas 61, normalement? Si, je crois que c'est ça. Il fera peut-être une montée de KT. Hein. Non, attends, oui, c'est 61 qu'ils ont combattu Yanis et Payton, là. Ouais, c'est ça, 135 pounds, 61 kilos. Ok. Je serais curieux de voir ce combat. Aboubacar, franchement, il a le niveau pour taper beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Énormément. Il a un sol monstrueux, une bonne lutte, il a un striking qu'il arrive bien à mixer avec sa lutte et son sol. Il a un potentiel pour taper beaucoup de monde. Hein. Il va être très, très, très dangereux. Son sol, pour moi, il a vraiment un niveau de sol qui est monstrueux, et à l'UFC, il peut le faire monter rapidement dans le classement. Juste son sol. Je suis curieux de voir ça. Je t'en prie, Teddy, avec plaisir. Alors, je sais pas s'il va de nouveau combattre 3 mois après un tel chaos, non. Compliqué. Non, trop tôt. Très compliqué. Protocole commotion et tout, trop tôt. Donc voilà, j'ai même pas pensé, tu vois, ce moment. Donc pour le FC Paris, je pense que c'est dead. Ensuite, combat. En parlant de KO, on passe au combat suivant, ouais. Il m'a fait mal au cœur, ce KO. Ouais. Il m'a fait mal au cœur. Jean Silva contre Charles R. Jourdain. Alors, je crois qu'il Jean Silva qui devait aussi affronter un de nos Français. William Gomis, il y a 1 mois. Et ça s'était pas fait, suite à un problème de pesée. C'est là où William s'était présenté à 64 et des poussières, enfin bien en dessous, crampe, à 2 doigts de la mort, quoi. C'était vraiment chaud. Ouais. Et Jean Silva, lui, à son tour, il a eu des problèmes de pesée, il me semble. Ouais, apparemment, il y a un problème trop lourd. Sur ce combat, on a senti le bully en termes de poids. Jean Silva, beaucoup plus gros, tape beaucoup plus fort. Charles, plus de combinaisons, plus de volume de frappe, mais voilà, quand Jean percutait, ça sonnait fort, quoi. Ouais, c'était pas la même. Et il a mis un KO sur cette sortie de clean, justement, où il tenait la tête au loin de Charles, et il est venu rentrer Lupert, qui a percuté Jourdain en plein dans la tempe, et tombé direct, quoi. Donc stoppage, je dirais, tout à fait cohérent de la part de l'arbitre.
Apparemment, il y en a qui ont dit que c'était un arrêt un petit peu tôt. Je suis pas forcément certain de ça, mais c'est vrai que sur le moment, comme il n'y a pas eu de suivi derrière de la part de Jean, il y en a qui ont douté. Même Jourdain, il l'a dit, il a fait un petit post où il a mis genre, je sais plus, la piraterie est finie, et après il a mis genre merci à l'arbitre, enfin en gros d'avoir arrêté, d'avoir protégé ma santé quoi. Le combat au moment, ouais. Non, mais je crois qu'il avait déjà pris un knockdown en plus pendant le combat, et là, deuxième Ça l'a fois. terminé. Et je suis content d'avoir tourné avec Virgile, parce que Virgile utilise beaucoup cette technique, et du coup, elle est rentrée dans la tête, tu vois. Je sais, j'en suis conscient maintenant, mais quand tu l'as jamais expérimenté, et que tu l'apprends, puisque c'est une technique bien particulière qu'il a faite où il bloque un petit peu, et ensuite il y a l'uppercut qui arrive derrière. Il faut l'avoir vécu pour te dire comment ça marche. Donc je suis content d'avoir tourné avec Virgile juste pour ça, juste pour l'avoir intégré. Mais du coup, c'est sur une sortie de clinch. C'est ça, en fait, imagine, voilà, c'est ça, tu frames un petit peu sur la tête, tu bloques, on va dire, la vision avec ton coude, et ensuite tu places ton uppercut en dessous, comme ça, boum, le mec il voit pas. Ça, c'est... Oh, l'uppercut du terroir, quoi. Non, mais... Le terroir. Non, donc voilà, très très bonne technique, qui marche très très bien, et qui m'a valu une petite cicatrice juste ici. Alors, c'est vrai qu'on le voit reprendre ses esprits au sol, mais il a bien fait d'arrêter vu l'uppercut. Il était bien l'arrêt, etc., etc. Ouais, non, l'arrêt était totalement justifié pour moi. Pas de... Alors Sweezy, ça fait énormément de défaites là pour Jourdain, il va peut-être sortir. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est vraiment un profil qui offre un banger à chaque combat, qui perde ou qui gagne. Ouais. Hein. Pour le coup, là, il a une personnalité, il a vraiment un personnage derrière lui, donc ça peut le sauver. C'est vrai que sur ces 6 derniers combats, il est à 2 victoires pour 4 défaites. Ouais. Ouais, mais il fait du show. Il fait du show. Donc les gens, ils aiment bien. C'est un bras d'honneur à la Johnny Cadillac. Ouais, ton du percute là. Non, c'est comme ça. Le combat suivant. Qui a gagné le Fight of the Night. André Fili contre Cub Swanson. Tu l'as zioté? Oui. Non, j'ai pas pu voir ce combat. Ah, c'était vraiment entre deux vétérans UFC. Les mecs, ils ont fait... Cub Swanson, il est là depuis le WEC, depuis vraiment à l'ancienne. Et André Fili, du team Alpha Male, qui lui a grandi, je dirais, dans l'UFC. On a vraiment vu son évolution, même en termes de tatouage. Hein, il est arrivé pas de tatouage pour finir complètement tatoué. C'était une belle opposition. Beaucoup de striking. Changement de stance de la part de André Fili. Belle boxe de Cub Swanson, comme d'habitude. Pour moi, c'était un vol. Swanson a gagné ce combat. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais ça pouvait quand même aller dans les deux sens. Mais j'aurais une petite préférence pour Cub Swanson. Swanson, il a 40 ans maintenant. Il a 40 ans. Il ne fait pas du tout. Hein. Non, c'est vrai, il fait plutôt jeune. Hein. Il est plutôt en forme pour son âge. Ouais. Ah, tu vois, je vois des Swanson gagne, etc. Donc on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est vraiment un combat de vétérans pour faire kiffer la foule et puis deux très bons strikers. Ouais, c'était un combat sympa de plus sur cette carte. Rien à rajouter toi dessus, du coup? Non. Très bon combat. Alors, Joe Piffer. Là, j'ai pu voir le combat. Ouais, il a été rapide. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai combat très très rapide. Et Piffer qui était connu justement... Piffer, hein, c'est ça, je comprends bien. Piffer qui était connu pour avoir éclaté le record sur la machine de frappe de l'UFC, c'est ça, il avait même surpassé Ngannou. Et pour le coup, il a pu prouver justement qu'il était digne de cette grosse patate. Hein. Marc-André Barriault en face, c'est un mec qui est solide de chez solide, quoi. Il a une seule défaite, enfin avant celle-là justement par KO, en l'espace de 24 combats. Donc gros menton, et Pfeiffer lui a roulé dessus. Hein. Il est endormi. Hein. Il est endormi. Le tout très très précis. Hein. Pour un mec, en fait, on voit qu'il tape très fort, on voit qu'il a beaucoup de poids sur ses attaques, mais c'est
particulier parce qu'on voit qu'il est super précis aussi en fait. Son espèce de crossover run était vraiment en bout de course. Il est venu taper, je dirais, ici dans la tempe justement de Barrio. Barrio qui est tombé, puis il l'a remonté avec un petit tupper en même temps, et puis là, faceplant total. Ouais, terminé. C'était vraiment endormi total. Digne de Ngannou. Pour un middleweight, digne de Ngannou. Donc il mérite son record sur la machine. Ouais, enfin, je sais même pas quoi dire de plus sur ce combat-là. Il était court, il était intense, fini par un KO, terminé. Hein. Que dire de plus? Contre qui on pourrait le voir? Parce que là, sa dernière défaite récente, c'était contre Jack Hermanson, qui est un énorme client. Et il est maintenant... Attends, je regarde son palmarès. 1 combat, 2 combats, 3... Il est à 4-1 à l'UFC. Un mec comme Bonical, par exemple. À moins que Pfeiffer, il n'a pas encore la hype nécessaire pour chercher un Bonical, mais ça pourrait être intéressant, je pense. Bonical, il a l'hype, mais il n'est pas si crédible que ça. Hein. Il a besoin de crédibilité. Hein. Donc, affronter un Pfeiffer, ça pourrait être une bonne idée. Et dans les deux cas, tu as gagné, puisque Pfeiffer, pareil, il a une petite hype aussi sur lui. Beau, il a une petite hype, donc celui qui gagne, il mange la hype de l'autre. C'est un bon match-up. Alors, on arrive maintenant dans la carte principale de cette UFC 303. Ce combat, je pense qu'on était nombreux à l'attendre, vraiment nombreux. Entre Yann Machado Gary, Yann The Future, contre Michael Venom Page. Je pense qu'on a été encore plus nombreux à le regretter. Ouais. Je voudrais avoir vos avis sur ce combat dans le chat, s'il vous plaît, là. Pour ceux qui ont regardé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Du combat entre Yann, le sac à dos Gary, et Michael Venom Page. Il y a toujours la phrase justement où tout d'un coup le striker se fait déborder et puis il va commencer à lutter. Oh, you're a wrestler now. Là, ça a été exactement ça. C'était que de la lutte. Vas-y, je te laisse commencer un peu à débriefer ce fight. Mais écoute, allez, on commence. Non, c'était frustrant parce que justement, tu avais, comme tu disais, une opposition de striker qui se transforme en opposition de lutteur à striker de niveau moyen. Donc c'était vraiment, on va dire, du contrôle, du blocage, juste faire passer le temps dans une position dominante et attendre la victoire. Ultra frustrant. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une guerre en striking pendant 3 rounds ou qu'il y en a un qui KO l'autre. Et je pense que c'est plus ou moins ce qu'on attendait tous. On voyait tous ce scénario se passer. Et voilà, ça a fait le pire scénario possible quand tu as 2 strikers qui se boxent ensemble et qu'il y en a des deux qui paniquent un petit peu, entre guillemets. Ça shoot et ça reste au sol et ça bouge plus. C'est les pires combats possibles. Après, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, Yann Gary, il a montré un sol pas dégueulasse sur le premier round, tu vois, justement. La prise de dos, tentative d'étranglement. Je pensais vraiment qu'il allait faire taper MVP, moi. Oui, pareil, il y a des phases quand même où c'était. Je pense que c'était pas loin. C'était pas loin. Mais après, voilà, pas de dégâts au sol. Sur les phases de striking, justement, on voyait que c'était MVP qui mettait les frappes les plus significatives, qui arrivait à le cartonner, et Yann qui n'arrivait pas à trouver forcément la réponse par rapport à ça. Après, je veux dire, tu sais que tu as un mec qui peut potentiellement te mettre KO à chaque seconde en face de toi. Tu vas choisir le truc à la fois le plus safe et à la fois celui qui a le plus de succès. Il a vu que dans le premier round, il a fait contrôle total sur MVP. Pourquoi est-ce que je recommencerai pas, tu vois? Est-ce que je suis obligé d'aller me tenter à boxer avec lui et potentiellement me faire arracher la tête et prendre un KO qui va tourner sur les os pendant des années? Ou alors je sécurise la victoire. Il a pris la décision la plus rationnelle. Maintenant, le rationnel, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Et surtout, il a pas gagné de fans. En fait, il avait une période où il avait beaucoup de fans. Il a tout perdu. Et cette victoire, ça va pas l'aider. Je pense que ça va encore contribuer à descendre un petit peu son image. Donc, il est gagnant sur papier, mais bon. J'ai vu un commentaire qui disait avec ce combat, il a gagné 0 fan. Ouais, c'est ça, 0 fan. Il a peut-être même perdu. Donc bon. Alors, que je regarde dans le chat.
Le mec dit qu'il va le choquer sur son terrain et il se ramène avec Demian Maia. C'est vrai qu'il a dit qu'il voulait le striker. Et comme Hikaru dit, il n'y a que la victoire qui compte. Exactement. Voilà. Personne ne paye pour voir ce genre de combat, honnêtement. Alors Gary en sac à dos la moitié du fight. Personnellement, c'est pas pour rager, mais j'ai hâte que quelqu'un lui mette une vraie fessée. Il est bon et talentueux, mais c'est toujours la même chose avec lui, ennuyant et stratégique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme prochaine opposition pour Ian Gary maintenant? Drakhmonov? Parce qu'il lui faut un gros... Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. ce serait une bonne étape. Non, mais prendre un mec qui est balèze, qui peut bien le brutaliser, ce serait bien. Tu pourrais lui mettre quoi? Della Maddalena, ça pourrait être bien. C'est quoi son classement à l'UFC d'ailleurs dans les rankings? Yann, il est 7ème, mais bon, c'était avant le combat d'hier, donc là, je ne sais pas comment il va arriver. Il va peut-être rentrer dans le top 5. Là, on a qui maintenant dans le top 5 en welter aujourd'hui là? Alors, le 5e, Jack Della Maddalena. 4e, Colby Covington. 3e, Shavkat Rakhmonov. 2e, Belal Muhammad. 1er, Kamaru Usman. Et enfin, champion Leon Edwards. Moi, je verrais bien Della Maddalena ou bien un Burns. Parce que c'est les deux qui sont devant lui, donc logiquement, ça devrait être ça. Colby, ça me paraît un peu tôt. Ça me paraît un peu tôt pour mettre un Colby. Shavkat, il dira pas non, je pense. Là, ça même fera si un vaincu contre un vaincu, tu vois. Ouais. Je pense pas que ce soit forcément le bon moment pour Shavkat. J'aurais dit un Della Maddalena ou un Burns. Alors, Fenrir demande, Mathieu, est-ce que tu vas rencontrer Ian Gary pendant ton voyage au Brésil? Je n'espère pas. Ça tombe, il est très gentil, hein. Ouais. J'ai pas prévu en tout cas. Puis je vous rappelle, les gars, Ian Gary, c'est un Irlandais, hein, c'est pas un Brésilien. Donc les probabilités qu'on se croise à Rio sont plutôt faibles. Bah si, parce qu'il habite avec sa femme, il s'entraîne beaucoup justement à la shoot box avec Charles Oliveira. Bah non, mon adversaire il est là-bas. Voilà, mon adversaire il est là-bas. Je pense mon adversaire il est de la shoot box, donc. Ouais. Ça va pas je suis rival avec Ian Gary. Colby Ousmane, c'est pas déconnant. Ouais, moi je verrais soit un Ousmane, peut-être pas Colby, mais soit un Ousmane. Ça me paraît tôt aussi. Ouais, mais Ousmane, tu le vois prendre des fights où c'est pas forcément dans un objectif full ceinture, tu vois. C'est vraiment. Non, il a pris. Tu dis ça parce qu'il a pris Khamzat, c'est ça? Ouais, enfin tu dis il veut prendre des gros noms du moment juste pour montrer que ok, je suis là encore, tu vois. Donc je pense qu'il pourrait peut-être faire la même chose avec Ian Gary. Je pense pas. Et là, je le vois bien lutter comme un taré et le mettre en eau profonde. Et ça m'étonnerait quand même. Shavkat, impossible. Pourquoi ce serait impossible? Ils font comme la boxe, ils gardent leur invaincu le plus longtemps. Je te rejoins pas trop là-dessus. Alors, Ousmane, c'est bon, il a déjà accepté Khamzat. Ouais. Je te vois concentré sur un truc que tu es en train de lire. Pas du tout. Tu étais en train de zone out là ou t'as déconnecté? Non, je regardais des données MMA. On peut passer au prochain combat de la carte avec le seul combat féminin de la main card. Bah là, par contre, je te laisse en parler parce que je n'ai pas. Moi, j'ai juste vu le finish en fait. Je pense que c'est ça qui a fait le buzz un petit peu, c'est de voir l'énorme cut sur l'arcade de Mayra. Parce que je suis pas forcément familier des deux combattantes. Je sais que Mayra, à part le fait qu'elle a affronté Manon, je la connais pas. Et Messi, à part le fait qu'elle a pris qu'elle s'est fait KOT en prenant un up kick au foie, je la connais pas non plus. Donc c'est pas forcément par Irene Aldana. C'est pas forcément des combattantes que je connais. Par contre, c'est que le finish super impressionnant. Énorme coup de coude, un peu à la John Jones où boum, ça a éclaté l'arcade. Très impressionnant. Ça lui a d'ailleurs valu une performance of the night. 50K dans la poche. Ça se prend.
Un soupçon de parmesan qui dit, petite anecdote, le management de Yann Gary a bloqué ses commentaires sur ses réseaux directement quand le fight s'est fini. Il s'est fait insulter comme j'ai jamais vu, pas un seul commentaire positif. C'est pas étonnant. Va falloir qu'il fasse un peu comme Colby, cultiver l'image du bad boy ou alors du mec qu'on aime détester, tu vois. Et comme on aime détester, on veut le voir combattre, donc on va payer le pay-per-view et compagnie. C'est pas con, ça. C'est pas con, l'image du bad boy. Non, il pourra pas, sa femme, elle voudra pas qu'il s'affiche avec d'autres femmes et tout. C'est vrai. Alors, pour revenir au combat de Gamrot Talbot, est-ce que les nouveaux gants n'ont pas impacté la violence des coups parce qu'il y a plus de KO avec les nouveaux gants? Ah, c'est possible. Moi, j'ai pour l'avoir essayé. Je crois pas parce qu'il y avait. Bon, après, c'était sur un ratio. Enfin, pas un grand nombre de combats, justement. Mais je crois que le ratio de KO depuis l'instauration des nouveaux gants, c'était 10%. Donc, c'était pas non plus très très gros, tu vois. Ouais, mais écoute, pour les avoir essayés, moi, je te dis, ils sont bien les gants. Alors, Marsouin demande arrêt du médecin justifié pour les femmes. Bah, elle avait une ouverture, mais un truc. Béante. Ouais, c'était. Un trou. C'était impressionnant, la coupure. Pour moi, ça, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est frustrant les coupures toujours parce qu'en fait, tu sens que t'es encore apte à combattre. En fait. Oui, la coupure, elle était énorme. Tu voyais quasiment le crâne en dessous. Non, c'est bon. Ouais, non, elle est carrément legit, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que t'es en pleine forme, bah, c'est juste de la peau, quoi. Et malheureusement, bah. T'as rabot appliqué full vaseline pour éviter que ça saigne, mais t'as. Non, là, tu pouvais. Là, non. Tu peux faire parler comme si c'était une bouche, tu vois, le truc. Donc, Ouais, la vaseline, ça n'aurait pas suffi. On voyait vraiment l'os en dessous. En fait, si on cligne un peu des yeux, on voit l'os en dessous. Hein, donc, c'est pas forcément. Si t'avais une agrafeuse, à la limite. Mais là, trop compliqué. Alors, combat suivant. Donc, dans la catégorie des 93 kg, montée de KT parce que short notice pour Roman Dolidze. Roman, je crois que son dernier combat, c'était contre Nassour, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il s'était fait outstriker totalement par Nassour. Ouais, c'était une masterclass. Et moi, sur le papier, je voyais Smith gagnant. D'une, parce que c'est sa KT. Meilleur debout, je pense, que Dolidze. Alors, Dolidze, bon, un grappling de malade. T'en as pensé quoi de ce combat, toi? Je n'ai pas vu ce combat. Mais par contre, je te rejoins pas sur le fait que moi, j'aurais vu Roman gagnant directement. Ah, mais c'était un short notice dans une KT au-dessus? Ouais. Je pense que de base, il est assez lourd quand même, Roman. C'est pas un mec c'est un gros cutter, donc je pense pas que ce soit inatteignable. Anthony Smith, je suis pas sûr que ce soit un énorme cutter non plus. Pour moi, c'était un combat qui était largement accessible. Je voyais même Roman gagner par finish. Okay. Sur ce combat. Donc rien de spécial à rajouter sur ce fight. Et vous dans le chat non plus. Non. Et je pense qu'on va arriver maintenant au co-main event. Là, qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Alors, petite précision concernant ce co-main event. Alors, Diego Lopez s'est retrouvé à cette place-là contre Brian Ortega. Et déjà, ça devait être un catchweight parce que, alors apparemment, à 4h du mat, donc ils sont pesés, je crois que c'est le vendredi matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont réveillé Diego Lopez à 4h du mat en lui disant que Brian Ortega n'arriverait pas à faire le poids. Et donc, ils ont demandé à ce que ce soit, je crois à la base, un catchweight à 150 pounds. Mm-hmm. Et après, c'est parti sur un catchweight en lightweight, donc à 70 kg. Ce que Diego Lopez a accepté. Donc, ils sont pesés, ok, pas de souci, tout ça. Et le jour du fight, Brian Ortega n'a pas été autorisé par les médecins à combattre parce qu'il est tombé malade. Apparemment, fièvre. Ils ont dit justement quand ils sont arrivés, ils ont annoncé en direct qu'il y avait Joe Rogan, John Anik et Daniel Cormier. Et ils ont dit, alors la température en Fahrenheit, j'ai plus retenu, mais bref, une grosse fièvre. Genre plus de 40. Et ils ont dit, ok, le fight, il est off. Le fight, il est annulé. Par contre, il faut savoir que le fight, il est quand même maintenu. C'est-à-dire, Diego Lopez combat toujours. C'est vraiment ultra chaud de garder un combat à la dernière minute parce que tu as des examens médicaux à faire. Il faut que la commission de l'état dans laquelle tu combats ait validé, enfin plein de trucs. Et ils sont tombés justement sur Danny Gay. Danny Gay, il devait combattre dans 3 semaines.
Donc il avait déjà tout ce qui était papiers médicaux, tout était bon en fait. Et pour la petite anecdote, apparemment, il a eu le coup de fil. Il était à quelques heures du combat, hein, vraiment, ouais, à juste quelques heures. Il était en train de se faire masser sur son canapé, il était en train de s'endormir, etc. Et on lui a proposé, et il a dit vas-y, opportunité de ouf, j'y vais. Et donc ça s'est fait sur un catchweight à 165 pounds ou un truc comme ça. Et Diego Lopez, Chad Move aussi, hein, il a dit ok, vas-y, on y va. On s'en fout. Ouais. C'est lui il était pas vraiment dans une position de faiblesse, hein, parce que il va prendre un combattant qui est moins préparé que le combattant qui était prévu. Donc pour lui, je pense pas que ce soit forcément problématique de changer comme ça. C'est toujours chiant de changer à des moments parce que les profils sont pas forcément les mêmes. Surtout Danny J, il a un profil particulier, mais il était plutôt gagnant, je pense. Alors, Marsouin, le gars trop chaud, le short notice le plus court de l'histoire, sans doute. Ouais, je pense aussi. Hein, vraiment, c'était. Il va être dans les petits papiers de l'UFC et Oncle Dana. Ah, c'est sûr. Ils ont dû même lui arranger un chèque de salopard pour que. J'espère qu'ils l'ont bien, Et franchement, bien rémunéré. Franchement, alors, Diego Lopez, monstrueux. Même en termes de sol, super agressif justement en striking. Il remettait très bien en anglaise et à courte distance, line de pocket aussi, ce qui est un des points forts de Danny Gay. On voyait la différence aussi de gabarit et d'allonge. Lopez, vraiment de très grands bras, très grandes jambes. Mais Danny Gay, à la fin, il est revenu sur le troisième. Il est revenu sur le troisième. Il a un peu exposé, on va dire, Diego Lopez. Parce que Diego Lopez, il a toujours cette aura vraiment de tueur, de je te tabasse. Ouais. Jamais je recule et tout. Voilà. Et là, on l'a vu prendre des frappes. On l'a vu gas out. On l'a vu en manque de cardio. Et move un peu bizarre à la fin de Danny Gay, c'est que vraiment debout, il le percutait super bien. Et il a choisi d'aller passer la dernière minute au sol. Et même son coach, là, Eric Nixick, lui disait relève-toi. Je pense qu'il aurait peut-être pu déconnecter Lopez ou leur mettre un TKO debout, vu la fatigue que Lopez avait emmagasinée. Mais là, en allant au sol, s'il mettait pas un grand endpoint des enfers pour le faire arrêter par l'arbitre, il allait perdre. Et il a pris la décision d'aller. Mais il a fait quand même une super performance pour un short notice de quelques heures. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est ça qui est vraiment à retenir, c'est le short notice de quelques heures. Ça, c'est pas quelque chose que tu verras deux fois à l'UFC. Hein. Alors, putain, t'as une mémoire de fou, tu te rappelles de leur discours mot pour mot. Grâce à Berserk et Limitless. Tu vas virer, toi. En tout cas, il y en a un qui n'aura pas de mémoire de fou, c'est Jiri Prochaska avec le combat suivant. Le dernier combat de la soirée. T'as rien à ajouter sur Diego Lopez, que c'est ton boy quand même. Non, mais c'est bon, t'as tout dit. C'est le boss, Diego, de toute façon. C'était sûr, moi je savais qu'il allait gagner, donc t'as tout dit. La plus belle coiffure de l'UFC a encore gagné. Son mulet est de plus en plus terrifiant, franchement. Il est horrible, ça a encore poussé derrière, quoi. Ah ouais, non, c'est de pire en pire. Hein. Mais plus c'est moche, plus il est fort. Donc vas-y. Mais il y a un mix de mulet, de carène, tu sais, devant. Je ne saurais même pas te le décrire, en fait. Je ne saurais pas te décrire sa coiffure. Mais c'est de pire en pire. On a vu le vrai niveau de Lopez. Il n'a pas été aussi dominant que d'habitude. Mais ouais, c'est vrai en fait. Pourquoi cette baisse de cardio? Est-ce que toi tu te rappelles du combat contre Evloev? Inarrêtable, cardio inarrêtable de la part de Diego. Qu'est-ce qui a fait que là il y a une baisse à ton avis? Peut-être qu'il prenait pas Ortega sérieusement, qu'il s'est pas entraîné comme un malade, tout simplement. Parce que ou peut-être qu'il a un bon cardio pour tout ce qui est lutte sol, mais par contre dès que ça passe en striking, bah ça descend. Parce que j'ai pas vu Igué forcément travailler beaucoup non plus au corps, tu vois, lui sécher avec des patates au ventre ou lui faire diminuer la caisse. Donc, ouais, je sais pas. Ça peut être beaucoup d'éléments. Mais c'était ça peut être un staphylocoque, ça peut être la météo, ça peut être le décalage horaire. Le problème, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans la préparation. Parfois, tu as un combattant, il peut être méconnaissable d'un combat à un autre. Hein. Un peu à l'image de Ikram Aliskarov, qui est sur son dernier combat, qui a été méconnaissable. Un peu à l'image il y avait qui d'autre justement sur cette carte qu'on avait senti vraiment très au ralenti sur la carte de la semaine dernière. Je ne saurais même plus te dire. Sur la carte de l'UFC Arabie Saoudite, il y avait
Johnny Walker, pareil, qui était méconnaissable parce qu'il bougeait à peine. Ouais. Antonio Trocoli, bon, qui tabassait tout le monde, et là, il est arrivé, il a fait le sac de frappe. Tu vois, ça dépend. Hein. Il y a tellement de choses, tu peux jamais trop savoir. Eh bien, oui, on va arriver maintenant au main event. The main event of the evening. La progression de Pereira, c'est de plus en plus terrifiant. Ça fait peur. Hein. Je comprends pas, parce qu'en plus, l'âge, là, il est à quoi? Il a 37 ans, je crois. Mm-hmm. Et il continue à progresser 36. et à devenir de 36. Il est 87 ou 88? 87. Oui, il va avoir 37 berges, là. Il paraît vraiment de plus en plus invincible, tu vois. Il avance dans l'âge et tu te dis, attends, là c'est... Même Joe Rogan, là, lui qui d'habitude crie partout, saute partout quand il y a des gros chaos, il a vu ce chaos et tu le voyais en fait rester impassible. Il disait, ouais, bah, en fait, c'est limite, maintenant je m'attends à une perte comme ça de Pereira, tu vois, je suis habitué au fait qu'il tabasse tout le monde et il n'y a plus de surprise. Ça s'est normalisé, quoi. Ouais, c'est ça. La rapidité du kick en a choqué plus d'un. Alors, ce premier round. Plutôt équilibré, je trouve. En fait, pas équilibré, mais les deux étaient dangereux. Pereira, pareil, il arrive toujours à trouver un petit peu ses kicks. Il arrive à trouver son striking aussi, notamment avec son crochet gauche, surtout à la fin du premier. Jiri, pareil, il arrive aussi à toucher de temps en temps avec des droites, avec du jab, avec des coups. Mais tu sentais quand même que le danger venait de Alex. Je trouve que le danger venait vraiment d'Alex. Autant sur le premier combat, tu voyais que Jiri, il était très dangereux. Et mis à part les kicks, je trouvais pas forcément la boxe d'Alex super précise. Autant sur cette revanche, je trouvais que la boxe d'Alex, d'entrée, elle était acérée, elle était incisive, elle était dangereuse. Et je me dis, ah ouais, les deux sont en danger, mais je sens surtout que là, Jiri, il est très en danger. Il a fait un choix de game plan dès le début du combat, c'est de se mettre en garde gaucher pour éviter les calfs. Les calf kicks, pas bête. Pas forcément mais, une mauvaise idée. Bah, on voit que même de la jambe avant, Poatan, il arrive à délivrer du kick, du kick. Et justement, après, Jiri s'est remis directement en garde de droitier et Alex a commencé à le travailler avec les calfs, avec les low kicks. On l'a vu envoyer aussi du middle. Et ouais, sur les échanges après en boxe, en fait, je pense que Jiri n'a pas récupéré du tout du knockdown de la fin de round. Non, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il était encore dans le gaz après le crochet. Il arrivait au deuxième avec déjà la moitié de ses performances, la moitié de ses capacités. C'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Le check hook à la fin du round, c'est ça. Bah, tu sais qu'il reste que quelques secondes. Tu as deux choix. Ou bien tu la joues safe, tu restes un peu en retrait jusqu'à ce que la cloche sonne, ou tu dis ok, je fais une accélération, il reste 3 secondes, advienne que pourra. Et là, c'est vraiment Poatan, il a fait un petit pas de recul, boum, il a bien envoyé à la pointe du menton et Jiri effondré, quoi. Et tu vois que c'était pas un crochet en plus, il était extrêmement puissant. À la fin, il n'avait pas les appuis super lourds et tout, mais juste parfaitement placé. La trajectoire était nickel, en plein dans le menton. Parfait. Et donc, en termes du deuxième round. Bon, ça va être rapide à décrire, malheureusement. Bah. Attends, comment on dit déjà? Quand tu fais un petit step, enfin, il a même pas fait un switch stance pour balancer le high kick avant, tu vois, il a fait un... Si, c'était un switch, il a switché pour le kick. Ouais, si. Ouais, il a fait un switch. Mais bon, de la jambe avant, que ça parte aussi vite, aussi proprement, je savais pas que Pereira avait cette arme-là dans son arsenal. Je savais pas non plus. Ouais, je savais pas non plus. On savait qu'il y avait des bons kicks. Par contre, ce switch kick-là, je pensais pas. Je l'ai rarement vu lancer comme ça. Il fait penser un petit peu au kick de Chingiz Alazov, pour ceux qui connaissent. C'est un très très gros combattant du ONE FC et qui a plus ou moins les mêmes switch kicks, mais j'ai jamais vu lancer par Pereira. Donc ça m'a surpris quand je l'ai vu. Très rapide, pas d'appel, instantané quasiment. Non, c'était fort, c'était très fort.
Sweezy dit les low kick l'ont mindfuck au début. Je me rappelle pas de la posture de Jiri. Est-ce qu'il a voulu genre attraper le low kick ou un truc comme ça? Genre tu sais, tu tabasses tu tabasses en partie basse, puis d'un coup tu remontes, et c'est là où bah, tu te fais avoir, genre tu veux choper la jambe ou tu te baisses. Les mains n'étaient pas bien placées du tout, ça c'est sûr. Il y a une volonté d'attraper le kick, mais qui était très maladroite, tu vois. C'était pas, c'était pas en fondamental. Okay. C'était pas un basique, enfin c'était vraiment approximatif. Il make knockdown quasi sans appel et en reculant, c'est indécent son KO power. Franchement, c'était très très propre. Le kick, pas d'appel. Le coup de pas d'appel, le crochet, pas d'appel. Par contre, Herb Dean, il voulait que Jiri meure. Hein. Il y a un problème avec cet arbitre quand même. Hein. C'est une fois sur deux. Autant parfois c'est le meilleur et parfois il fait des dingueries, je comprends pas. Mais sur la suite des coups de Pereira au sol, il y a une frappe que j'ai vue, je crois que c'est la deuxième, qui a tapé Jiri derrière le crâne. Et c'est celle-là justement qui l'a vraiment endormi au sol, tu vois. Bon, après, dans la précipitation, tu as la tête qui bouge dans tous les sens, tu peux pas forcément viser sur le ground and pound. Mais celle-là, elle était... Ce marteau-là... Ça piquait. Hein. Mais de toute façon, elle était précise sur tous les coups, tu vois. Tous les coups étaient précis. Et après, là, je regarde encore la séquence. Quand il est au sol, il n'y en a aucune qui rate, pardon. Peut-être une sur 10 frappes, tu en as une qui loupe, quoi. Ouais. Donc là, ça touche. Herbdin, t'es vraiment de merde. Voilà. Alors, Fenrir, voilà pour le résumé il s'est cassé le pied finalement. Apparemment, il s'est cassé le gros orteil. D'accord, il est cassé. Il y avait des rumeurs comme quoi il avait été blessé effectivement après le kick, mais je ne savais pas que c'était cassé. La suite pour Pereira. Il a encore annoncé sa volonté de monter en heavyweight et Dana White a dit encore une fois, il a tempéré ses ardeurs en disant calmos, c'est un tout autre level chez les heavyweights. Quoi. Mais là, le poids qu'il a fait, il s'est pesé, alors je sais plus en kilos, 205, donc c'est 93, il s'est pesé à 93, le lendemain il était à 230 pounds. Donc à peu près 108 kilos, je crois, un truc comme ça. 12-13 kilos en plus, 12-13 kilos en plus. C'est incroyable. C'est chaud, hein. Un énorme bonhomme, ouais. Donc ouais, non, pour moi, s'il fait une belle grosse montée chez les heavyweights, il y a moyen qu'il en cartonne quand même pas mal. Hein. C'est faisable à 100%. Là, le prochain gros challenge dans sa KT, il resterait plus qu'Ankalaev. Et ça pourrait être problématique pour Pereira, je pense, ce profil. Par rapport à la lutte. Par rapport à la lutte. Et Ankalaev, il a fait une déclaration, bon, pas le truc le plus, je dirais, intelligent, il a dit « Je pense que j'ai la possibilité de te mettre KO ». Tu vois. Donc s'il veut strike avec Pereira, c'est le mauvais. On la connaît, cette stratégie de... Tu vois, t'as Khabib qui va arriver, qui va dire « Oui, il fait te mettre KO ». En fait, tu sais que dès qu'il va prendre un coup, il va plonger dans les jambes. Comme un ouf, ouais. Voilà, donc faut pas forcément prendre mot pour mot ce que disent les combattants sur ça. Alors je regarde dans le chat. En vrai, respect à Adesanya pour sa victoire contre lui, mine de rien. C'est vrai. Ouais, c'est pas n'importe quoi. John Jones le veut, il l'a clairement dit il y a quelques semaines sur Twitter. Voilà pour cet événement de folie qui se termine. Oh là, ça a coupé. Je disais voilà pour cet événement de folie qui se termine avec la magnifique KO sur le cousin. Dégoûté pour ça. Et ça clôturera cette UFC 303. Mais il y a un autre UFC tout aussi excitant pour nous, Français, qui arrive dans notre ligne de mire. Et enfin, du moins qui commence un petit peu à se remplir, qui commence un petit peu à devenir plus clair. Ce sera quoi le main event de l'UFC Paris-Gabriel? Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano. Attention, je suis pas sûr que ce soit 100% contre Renato. Je crois que c'est qu'un accord verbal pour le moment. J'avais vu un peu partout que c'était que sur accord verbal. Il y a eu la sauce avec peut-être Charles Oliveira. Charles a démenti. Apparemment, Dan Hooker contre Charles Oliveira, ça serait, comme on a mis dans une petite vidéo sur KB+, pour Perse en Australie. Attends, c'est bizarre parce que j'ai tapé Benoît Saint-Denis sur Google et je vois que dans profession, c'est écrit Boudoka. Bizarre. C'est bizarre, non? Ouais. Bon, alors sur ce combat, bref, si imaginons ça se fait, je pense que c'est vraiment pas le match-up auquel on s'attendait tous. On s'attendait à du Fiziev, on s'attendait à du Benay Dariush,
Ouais. Alors, Moïcano, par contre, je crois qu'il est plus haut que lui dans le classement. Il est 9e, si je dis pas de bêtises, dans le classement lightweight à l'UFC. Benoît, il est 12e là. Laisse-moi vérifier ça tout de suite. Benoît, il est effectivement 12e et Moïcano, il est 10e. 10e. Donc on a top Ok. 10 contre top 15. On va dire quelqu'un dans le top 15 contre quelqu'un dans le top 10. Ok. Bon, bah, c'est quand même un match-up qui fait sens parce qu'il prend quelqu'un qui est devant lui dans la KT. C'est que du gagnant-gagnant. Bien sûr, pour Moïcano, c'est dangereux, mais attends, je sais même plus sur quoi comment ça s'appelle. Sur quoi Moïcano avait. Comment c'était fini le dernier combat de Moïcano? Alors en fait, Moïcano, il avait capitalisé sur une erreur de malade de Jalen Turner. Jalen Turner l'avait Il presque avait laissé KO'té. Il avait voulu faire un walk-off knockout où genre il se barre et voilà. Oui, j'en souviens. Moïcano a récupéré et la sauce s'est inversée pendant le combat et puis c'est Moïcano qui a finish Jalen Turner. Je m'en souviens de ce combat. Ça a dû être très frustrant pour Jaylin, mais bon, très bonne leçon. Et en fait, je m'en souviens, il l'avait fait sur. Il avait déjà fait une fois contre qui? Il l'avait fait contre Drew Dober, je crois, ou contre Brad Riddle. Où justement, il a fait ce walk-off. Ensuite, c'était pas terminé. Enfin, le combat n'était pas terminé, donc c'était. Il a quand même réussi à gagner le combat, mais bon, il s'est bien planté. Et là, il l'avait refait une deuxième fois, et là, voilà, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, victoire de Renato. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'adversaire que j'aurais vu pour Benoît, moi, sur papier. Je m'attendais vraiment à Fiziev. Je sais pas pourquoi j'avais Fiziev dans la tête. Je me suis dit, ce sera Fiziev. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose justement qu'ils mettent un grappleur plutôt qu'un striker très très lourd vu comment c'est terminé le dernier combat de Benoît en termes de risque? Je pense que c'est intelligent déjà forcément, parce que quand tu sais que Benoît il a pris comme pas mal de coups, là il va prendre justement un mec qui est dans sa discipline, le sol. Mais Moïcano c'est pas que un mec du sol, hein. La plupart du temps, ok il a pas beaucoup de finish par KO. Il a plus de finition par décision et par soumission, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, il sonne le mec et ensuite il l'étrangle. Mais il est complet, hein, il strike bien, ouais, il strike bien. Il strike bien. C'est pas juste un mec qui est là pour faire du sol ou de la lutte, mais c'est une bonne opposition pour Benoît, puisque c'est plus ou moins un combat miroir dans le sens où les deux n'ont pas un striking monstrueux. Ils ont des qualités, mais c'est pas des strikers de base. Les deux, par contre, ont un sol monstrueux et une lutte qui est très intéressante. Donc c'est vraiment des miroirs. Maintenant, la grosse opposition, ce sera physique, dans le sens où Benoît, il est plutôt petit, trapu, et Moïcano, il est grand et longiligne. Donc, opposition physique, mais pas opposition technique. Il fait quel time, Moïcano? Moïcano, il fait 1m80. Bah Benoît, il fait 1m80 aussi. Ah, purée! Alors là, tu vois, ça m'impressionne un petit peu. Je voyais Renato beaucoup plus long que Benoît. Ah non, il est... les deux c'est sont 1m80. Par contre, je sais pas en termes d'allonge à combien ils sont. Alors, en allonge, Moïcano, il est à 183 et Benoît, il est à 185. Il a plus d'allonge que Moïcano aussi. Benoît, il a plus d'allonge que Moïcano. Alors là, franchement, je suis choqué. Je me rends pas compte physiquement, il faudrait que je les vois en face l'un de l'autre pour me rendre compte de la chose, mais j'aurais jamais dit que Moïcano faisait la même taille que Benoît et qu'il avait moins d'allonge. Après, Moïcano, tu vois, c'est un mec au sol où là où Benoît va travailler beaucoup plus du dessus en termes de même des grosses positions très fortes, etc. Moïcano, c'est un mec assez versatile qui peut travailler depuis le dos, ça le dérange pas plus que ça. Autant Benoît, il a aussi un petit peu adapté son sol au MMA avec beaucoup de frappes, beaucoup de positions lourdes. Moïcano, oui, c'est vrai que il est resté dans le mode JJB classique. Ouais. Sur le dos et tout ça, triangle, JJB, armbar et tout ça. Donc une très belle opposition pour nous Français, en tout cas. Moïcano, je pense qu'actuellement, pour moi, il est rentré, ou alors il est en plein dedans dans son prime, tu vois. Il est à 35 ans. 4 victoires d'affilée, enfin 3 victoires d'affilée à l'UFC contre Jaylin Turner, Drew Dober et Brad Riddle. Dernière défaite contre Rafael Dos Anjos il y a 2 ans. Non, pas mal du tout. C'est un bon fight. Après, comment pourrait se terminer ce fight? Alors pour le coup, Moïcano il est dur au mal. Je le vois pas se faire KO'ter d'entrée, je le vois pas se faire finir d'entrée. Par contre, je vois Benoît lui faire une Thiago Moises. Ouais. Je vois un peu marcher en mode pression, arriver à le faire craquer sous la pression et le finir, mais au bout du deuxième ou du troisième. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat justement votre avis sur ce fight-là? C'est vrai qu'en termes d'adversaire, Moïcano, il est vraiment sorti je dirais un peu de nulle part, quoi. C'est à aucun moment il était dans les pourparlers pour Benoît. Et d'un coup, bon.
Mais si Benoît il est en main event, ça veut dire que Cyril ne combattra pas à l'UFC Paris? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression du tout. Des choses à rajouter, toi, sur ce match-up ou pas? Non, bah après, il faut attendre de voir déjà si ça se confirme, puisque pour l'instant, c'est que des rumeurs. Il n'y a rien qui n'a été validé officiellement, mais voilà, on va dire que c'est un accord verbal. C'est un accord. C'est sûr que rien n'a été. Écoute, même sur Tapologie, c'est écrit rumored upcoming bout. Rumored upcoming bout. Donc, rumeur. Donc, on peut pas non plus prendre ça pour argent comptant, mais très bon indicateur déjà. Alors, Sweezy, c'est bizarre parce que si tu veux mettre bien BSD, tu donnes ou Dariush ou Fiziev. Là, c'est beau, surtout pour un main event. Après, ça, c'est pas un numéro. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Hein. Dariush, il a une très bonne défense d'amener au sol, il a un gros striking, il a un cardio inarrêtable. C'est un profil qui est assez chiant, je trouve. Pour Benoît, sur papier, c'est pas le super intéressant. Mettre bien, peut-être en termes d'exposition. Tu vois, de hype au Alors moi, fight et compagnie. Entre Renato et Benail, en termes de hype, pour moi, ce sera la même. Okay. Benail et Renato, pour moi, les deux sont tout aussi connus. Maintenant, Fiziev serait peut-être plus intéressant, mais là, on part vraiment sur un profil 100% striker qui tape très très dur. C'est pas forcément le meilleur moment pour mettre un mec comme ça face à Benoît. Alors, Esteban demande, le changement de coaching de Benoît aura une influence, vous pensez? Forcément. Ça, on ne saura que le moment venu. Hein. En tout cas, Benoît où il est très très bien. Enfin, il s'entraîne sérieusement, il a un staff et tout. Maintenant, on peut pas dire si ça marchera pas. Hein. Même, on sait pas. Oui, il n'aura pas l'expertise de Daniel. Maintenant, il a quand même un staff qui est vraiment, comment on dit, attentif à ses besoins, qui est vraiment là pour lui. Donc, on verra si ça fonctionne aussi bien. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Hein. Bien, écoutez, comme d'habitude, hein, on va laisser 5-10 minutes. Si vous avez des questions dans l'univers du combat, tout, n'importe quoi, tel orga, tel combattant, prépa, nutrition, bref, n'importe quoi, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis après, on se quittera. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Mathieu? Non. Pas très bavard ce soir. Il n'y a que moi qui vois Fiziev être un bourbier complet pour BSD. On va dire que c'est pas le bon moment pour affronter. Pas forcément un bourbier, parce que justement, Fiziev, il a des lacunes en lutte et en sol. Par contre, c'est qu'en striking, il est ultra dangereux. Là, Benoît, il a pris un peu de dégâts sur son dernier combat, donc c'est pas forcément le meilleur moment. Maintenant, une fois que Benoît aura repris un peu confiance en soi, qu'il aura restriké bien proprement, qu'il aura bien remis son style à jour et tout ça, qu'il aura récupéré, pourquoi pas? C'est un profil intéressant. Alors, Pelotudo, qui sera dans son coin, du coup, head coach? Chris Savoca. Ouais. Donc Christophe Cordier et sûrement Johan Jacquemin de Sifit, je pense. Ouais, je pense aussi. Peut-être Maxime François pour la lutte. Ouais. C'est vrai que je reviens sur l'argument Fiziev. C'est vrai qu'il y a une grosse problématique sur Fiziev, c'est qu'en fait Benoît, dans l'opposition gaucher droitier, donc gaucher Benoît et droitier les adversaires, Benoît c'est un gros kicker. C'est vraiment son point fort. Les kicks. Son anglaise, elle est bien, mais elle est pas ultra haut niveau en sens, tu la compares, je sais pas, à l'anglaise de Poirier, par exemple. Voilà, c'est pas une anglaise qui est aussi élevée que celle de Poirier. Par contre, c'est que le travail de kick est énorme de Benoît. Le problème de Fiziev, c'est que s'il y a un domaine, justement, où il est très, 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 très efficace, où il est très fort pour contrer, très fort pour bloquer et très fort pour renvoyer, c'est les kicks. Tu vois. Donc, l'arme principale de Benoît, on va dire, c'est une arme que connaît très, très bien Fiziev. Une question de Crozen Bay pour toi. Mentalement, tu te sens comment, Mathieu, par rapport à ton combat? Je me sens très très bien. Hein. C'est l'opportunité d'une vie, donc je suis conscient que j'ai de la chance. Maintenant, je me donne à fond pour progresser. Bon, là, un peu bloqué avec le pied, mais sinon, je suis à fond dedans et comme d'hab, hein, la routine, le travail. Est-ce que du coup, comme tu dis, c'est l'opportunité d'une vie, est-ce que tu te mets un peu plus de pression par rapport à ce fight ou pas? Non, moi je vais vraiment y aller. De toute façon, que je sois stressé ou que je sois pas stressé, le résultat ce sera le même, tu vois. Donc bon, une fois que le combat est fait, tu vois, c'est pas parce que je sais pas comment expliquer, mais il faut vraiment essayer d'être stoïque le plus possible, de ne pas mettre les émotions dedans et de vraiment être resté être bloqué sur la performance.
pas chercher à se mettre la pression, sinon en fait, ça va rien t'apporter de positif. Bien évidemment, tu auras toujours une sorte de pression qui va un petit peu te canaliser, qui va un petit peu te donner de l'adrénaline, qui va faire que tu es plus rapide, que tu analyses plus vite les situations. Mais il faut pas se laisser envahir, il faut vraiment essayer de rester lucide et se dire oui, que je sois là, je suis bien, parce que dans le sens, je suis pas émotionnel. Si je deviens émotionnel, si je commence à mettre la pression, je vais rien gagner de ça. Donc pourquoi je serais comme ça? Pourquoi je serais plus émotionnel? Pourquoi est-ce que je mettrais plus la pression? C'est la psychologie de malade. Est-ce que vous connaissez la nouvelle saveur du pré-workout de Nutrition? Tu la connais ou pas, toi? Il me semble que oui. Je crois que je l'avais vu sur le... Attends, c'était quoi? Il me semble que oui. Je crois que je l'avais entendu sur le podcast. Je me trompe peut-être. Hein. On doit la connaître, mais on ne vous la dira pas. Gab, tu fais du cardio à 3h du mat pour préparer ton combat au Japon ou t'es juste un ouf? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai tabassé un buffet de taré. Je suis rentré, voilà. Je me suis pesé. Bon, j'étais habillé. J'ai vu 92 kilos sur la balance. Et j'ai culpabilisé direct. J'ai fait, hop, on met le kawé et on va se faire un lourd cardio parce que j'étais pas bien. T'as eu raison. Par contre, le kawé, ça sert à rien, mec. C'est juste de l'eau que tu vas perdre. Donc non, mais c'est que j'avais chaud. Moi, j'aime bien. Ah ouais, ça sert à rien. Moi, j'aime bien. Non, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des mecs qui courent avec des tenues de sudation, mais ça sert strictement à rien parce qu'après, tu vas reboire dans ton dos et ça va directement revenir. Non, mais moi, j'aime bien. Tu sais, ça me met en température plus vite. Et c'est vrai. Comme je sens mon corps plus chaud, ouais, j'arrive à rester plus focus justement dans le truc, tu vois. C'est vrai. Pour ça. Est-ce que l'UFC a homologué tes chaussures de pêche Decathlon? En cas de staff, je peux remettre les chaussures de pêche. Je suis dégoûté, je pensais plus jamais les mettre, ces merdes. Et au final, là, j'ai chopé un staff, donc j'étais obligé de les remettre. C'est horrible, franchement, elles sont moches. Hein. C'est incroyable. T'as une vraie dégaine avec, hein. Ah, je ressemble vraiment à un pêcheur, pour le coup. Mais c'est pratique, super pratique, franchement. Tu pars le 9, c'est ça? Le 9, dans une petite semaine, là. Tu décolles Attends, donc c'est mardi? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, on décolle mardi. Ton avion, il est à quelle heure? Le matin, il me semble. Ah, tu pars en même temps que Daniel ou tu prends... Ouais, on part ensemble. On part avec Daniel. Et Souzy demande, est-ce que Romain, il vient avec vous au Brésil? Ouais, il va passer. Ok. Il va passer, non, mais il va rester une petite quinzaine de jours. Il y a Ibra aussi qui vient normalement. Pendant 1 mois et demi, quasiment. Ok. Il y a aussi des mecs qui portent des skinny pour faire genre ils sont maigres. C'est vrai. Qui va faire les vidéos KB du coup? Alors là, pendant un petit mois et demi, ce sera pas moi. Hein. Il y aura Gabriel, il y aura MBH, il y aura peut-être Romain, mais moi je serai pas là. Par contre, dès que je reviens, c'est reparti, on envoie la sauce. Là, justement, en ce moment, je peux pas trop en faire vis-à-vis de ça, mais avec la préparation, tout ça, c'est compliqué. Mais dès que je reviens, on se remet à fond dedans. C'est parti. C'est quoi ton objectif de poids? J'ai l'impression que tu as pas de mal à perdre l'eau. Non, j'ai pas de mal à perdre de la flotte. Je transpire comme un taré. Là, c'était juste hier vraiment pour me mettre dans l'ambiance et pour me garder au chaud de mettre ce kawaii. Mais après, un objectif de poids, moi, je veux juste rester à 86, 85. Si je combats 77, je pense que c'est le bon move. Pas aller plus haut, pas passer les 90. C'est parfait. Toi, là, du coup, par rapport à tes précédents combats, j'ai l'impression que tu es plus light en ce moment. Tu vois, on est à quoi? On est à 2 mois du fight. Tu restes plus light que les combats précédents? Un peu, oui. Je suis un peu plus léger, ouais. Je suis un peu plus léger. Ça me fait du bien. Comme ça, justement, pendant la préparation, j'aurais pas à maigrir. Je pourrais vraiment m'entraîner comme un ouf sans trop priver sur la bouffe. Je pourrais bien récupérer tout ça. Ouais. Mais j'ai pas envie d'être particulièrement super lourd. C'est pas mon style d'être super lourd. Donc, Parce que là, tu te fais pas des grosses privations encore sur la bouffe ou tu manges correctement? Ouais, non, je mange bien. Je mange bien dans le sens où je fais pas d'excès, quoi. C'est rare que je mange des saloperies. Je suis déjà un petit peu bloqué. Il y a quelques temps, j'étais à 92,3, un truc comme ça. Donc, quasiment aussi léger que toi. Là, j'avais remonté un petit peu parce que j'étais sous antibiotiques et je mangeais un peu plus pour récupérer mon pied. Donc, je suis remonté un petit peu. Pareil, je peux pas trop m'entraîner, mais dès que je prends l'entraînement, je descends à 92.
Alors Mathieu, si PFL te fait une belle proposition, tu fais quoi? Focus UFC ou c'est comment? Ah, c'est pas d'actualité là. Je n'ai même pas pensé à ça et je peux même pas te répondre. Là, pour l'instant, là, tu es en train de me dire, c'est comme si là, tu vois, je venais d'avoir un nouvel employeur et tu me disais, écoute, là, imagine, tu as un autre employeur qui arrive, tu te casses ou quoi? Donc forcément, ta question, elle est un peu mal placée, même si je pense pas que c'était ça de manière négative, mais on peut pas y répondre. Je peux pas y répondre. En plus, tu peux dire ça publiquement, mais t'es un malade en fait. Tu veux que je me fasse virer en fait, c'est ça? Alors Gab, est-ce que tu as un nom d'adversaire? J'espère que ça va être un Jap pour une belle exposition. Alors sûr et certain, 100%, ça sera un Japonais. Il y a eu quelques noms qui sont passés. Après, moi j'ai dit, je prends n'importe qui. Tu sais, j'ai tellement envie d'aller me cogner Smash que... everybody. Ouais, smash everybody. Donc j'attends juste la confirmation, le contrat signé, puis c'est tout. Et moi Très bien. Alors Mathieu, tu penses que Pereira peut faire quelque chose en poids lourd avec son sang-froid et son knockout power? On l'a vu se pareil avec des boxeurs olympiques. Oui, maintenant la seule problématique, ce sera de le voir contre des lutteurs olympiques en poids lourd. Là, ce sera peut-être une plus grosse problématique. Parce que pour l'instant, je le rappelle, il n'a pas encore affronté de lutteur, peu importe la catégorie. Hein. L'UFC, ils l'ont mis bien. Hein. Il faut pas oublier. Hein. Faut pas oublier, l'UFC l'a mis bien. S'il voulait mettre face... Non, il n'a pas affronté de lutteur. Le seul plus ou moins lutteur qu'il a affronté, c'est Jan Blachowicz. C'est pour moi, d'ailleurs, il perdait ce combat, Alex. L'UFC l'a bien mis. Il a affronté aucun lutteur. Ok. Bon, eh bien, je pense que notre live de ce soir arrive à son terme. Si vous avez encore deux, trois petites questions, n'hésitez pas. Matt, ça se voit que tu es plus sec que d'habitude depuis du Vegas, tu es en mode Jiri. Il a les joues un peu plus creusées, ouais. Un peu moins joufflu, le mec. Ouais, ça se voit que j'ai un peu maigri. Ouais. Mais même sur le corps en général, je suis plus sec et tout. Il a des abdos. Sacré abdos. Mode Jerry activé. Ah non, pas le mode de Jerry d'hier, par contre, les gars. C'est pas le bon moment pour dire ça. Eh bien, voilà pour ce soir, messieurs, dames. Nous voilà arrivés à destination. Mathieu, merci. Merci à toi, merci pour votre patience, pour votre écoute. Et puis, Gabriel vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain live qui sera sans moi, vu que je serai parti. Je ne serai pas encore parti, mais tu vas le faire tout seul quand même, le live. Non, peut-être que si jamais j'ai pitié, je t'aiderai avec le live. Si j'ai pitié, tu m'as pris pour qui, toi? Non, peut-être que si j'ai une disponibilité, je viendrai t'aider avec le live. Mais normalement, vous ne me verrez plus sur la chaîne Karaté Bushido Plus. Bonne nouvelle. Ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. T'attends que je te dise non, reste, hey, tu vas me manquer, bitches. Avec impatience. Bon, écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido Plus, Twitch et compagnie. Mathieu, bonne soirée à vous dans le chat. Passez une bonne semaine, entraînez-vous bien, faites des bons gains, etc. Faites des bons sparring, la totale. Et on se dit à la semaine prochaine. Os. Os.